Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Cet enregistrement en accéléré a été fait le jour de l'an même. Le tout a débuté dans la brume. Nous étions en première samedi le 3 janvier 2026 pour ce Vidéorandia numéro 1. Et oui, le beau ciel bleu est apparu dans l'avant-midi. Aujourd'hui, avec Jean de Floride, nous allons parler de l'année 2026, vers un nouveau monde. Au cours de l'après-midi, les nuages ont encore recouvert le ciel. Vous savez que nous sommes dans la 50e année d'ésotérisme expérimental qui est diffusée toutes les semaines depuis 1976. Et au cours de l'année, nous verrons des invités que j'ai reçus, les principaux invités. J'aurais bien aimé recevoir une dame qui représente bien la souveraineté. Brigitte Bardot. Après avoir renoncé à une carrière professionnelle comme artiste, elle s'est vouée corps et âme à la qualité de vie pour les animaux. Bonne émission. Bonjour Jean. Bonjour Richard, bonjour tout le monde, bonne année. Merci, et à toi aussi et ta compagne et tous tes auditeurs de Numéripresse qui sont sans doute à l'écoute. Il y en a plusieurs, effectivement. Oui, j'espère que j'aurai pas trop de critiques, que je te coupe la parole, je t'empêche de parler. Tu peux pas rien dire sur Internet, c'est triste. Non, mais les gens qui veulent entendre Jean vraiment à fond, écoutez ces émissions. C'est diffusé à tous les dimanches matins. De ce temps-ci, c'est le dimanche, mais là, ça tire à sa fin, Richard. J'ai décidé de mettre fin à Numéripresse parce que j'ai d'autres engagements professionnels. En fait, c'est que j'ai à prendre des décisions. Ou bien je fais grossir mon entreprise d'expatriation. Tu ne lâches pas complètement. Ce qu'on fera probablement, c'est une rencontre une fois par mois pour ceux qui sont présentement membres. Et puis, moi, mon intérêt, Richard, c'est que j'avais démarré... Oui, t'avais démarré. Numéripresse. J'avais démarré avec toi sur ésotérisme expérimental. Oui, c'est ça le lapsus, c'est ça. Oui, ça avait débuté. Le lapsus, c'est là que j'avais commencé avec toi. Et puis par la suite, il y avait des gens, justement, qui voulaient entendre plus, moins d'interruptions, tout ça. Puis j'ai dit, OK, on va l'essayer un petit peu. Puis c'était dans la période de COVID. Les gens avaient besoin d'espoir, qu'il y avait d'autres choses, d'autres opportunités, d'autres voies, qui n'étaient pas seuls. Parce que ça, c'est une des choses sur laquelle j'ai mis l'accent durant tout le temps de Numéripresse, c'est que les gens pouvaient se rencontrer, faire des rencontres organiques plutôt que des affaires organisées. Organisez-les vous-même plutôt que de vous faire organiser, comme on dit. Et c'est ce que les gens ont fait, des membres de Numéripresse, et de d'autres groupes aussi. Il y a eu des groupes de mélangés, Solaris et autres. Là. Les gens qui avaient des intérêts communs se sont mis à se rencontrer, un peu comme ils le faisaient à l'époque où toi, tu organisais des conférences. Ça jouait ce rôle-là aussi, avant la conférence, durant la pause, après la conférence, etc. Oui. Mais toi, tu n'en fais plus de conférences, donc une opportunité de moins pour les gens de se rencontrer en personne. Donc, c'est la plus belle réussite de Numéripresse, c'est celle qui a fait en sorte que beaucoup de gens se sont connus en personne, non seulement à travers des claviers. Et puis, c'est ça. Et puis, je considère avoir fait le tour des grands sujets que je voulais toucher. Et comme j'expliquais dans l'émission de la semaine dernière, je suis pas passionné, moi, de décrire un match de hockey ou de football, de soccer, la passe à un, la passe à l'autre, la contre-attaque, on tire et le compte. Alors, moi, j'ai pas cette passion-là de décrire les événements, que c'est un tel qui a fait telle malfaisance avec un autre qui nous a donné telle injection ou tel passeport vaccinal ou tel cote de crédit international et puis tout ça, l'identité numérique. Moi, ce qui m'intéresse juste, Richard, je vais te le dire, c'est de
comprendre l'allure que les choses prennent et après ça, comprendre les mécanismes et pour les appliquer dans ma vie. Comment ces fameux règlements-là vont rentrer en vigueur? Comment on va faire la transition? On sait que la transition en argent numérique va se faire. Alors, comment elle va se faire? Puis à partir de là, ce qui m'intéresse, c'est comment réussir à s'insérer là-dedans puis faire notre vie parce que, veut pas, on est dans un monde de matière. On a beau aimer la spiritualité, les phénomènes paranormaux, etc. Mais il faut réussir à faire notre vie ici. Si on est mésadapté dans la société, on va être mésadapté ailleurs. C'est toi-même qui l'as déjà dit. Exactement. Alors, donc, on vit un grand moment de transformation pour ceux qui seront vivants. Là. C'est ça, c'est une grande époque de transformation. Et puis, plus que jamais, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. J'ai des gens dans mon entourage qui ont ton âge ou un petit peu moins et qui, là, ils sont mal pris parce que ça leur prend un téléphone cellulaire pour faire leurs affaires bancaires ou leur fonds de pension, leurs investissements, parce que là, il faut vérifier là, prend un code d'identification, puis l'institution avec qui il fonctionne, il donne juste le code par téléphone cellulaire. Bon, ben c'est ça. Et puis, moi, je suis de la génération 67 du Québec, ceux qui sont nés l'année de l'Expo. Ben, nous autres aussi, on vieillit, puis il faut aussi qu'on s'adapte puis qu'on apprenne toutes ces nouvelles affaires-là. Alors, moi, je trouve que c'est essentiel en ce moment d'être dans la pratique, de savoir comment se créer un portefeuille numérique pour des stable coins qui sont l'équivalent de monnaie adossée à notre monnaie nationale, de savoir comment en acheter d'autres types. Si je suis au Canada, ben comment en acheter aux États-Unis pour pouvoir avoir d'autres monnaies, pour être capable de faire face à la tourmente qui nous guette. La tourmente, pas que c'est la fin du monde, mais c'est définitivement la fin du monde qu'on a connu, nous autres, depuis qu'on est au monde, Richard. Alors, c'est tout ça qui m'amène à changer, à laisser Numéripresse, puis à mettre mes énergies vers mon entreprise d'expatriation qui touche aussi tous ces sujets-là. Donc, si les gens sont intéressés à comprendre comment opérer dans ça, ben, ils joindront à nous dans le cadre de mes activités d'expatriation que je touche parce que c'est indispensable si on veut aller ailleurs dans le monde. Est-ce que tu as une adresse sur Internet, sur YouTube, où on peut s'associer puis écouter tes conférences? En fait, il y a rien de lancé, mais ça sera sur Exodium, exodium.info, exodium.info, Exodium. Et puis, de toute façon, ben, je te passerai l'information, puis tu pourras la relayer à ceux qui sont intéressés. Je dirais que ta porte est toujours bienvenue de venir ici sur mon émission qui va continuer toutes les semaines. Pendant la 50e année? Ben oui, la dernière 50e année, c'est celle où moi je fais la rétrospective de ces 50 années-là, avec soit des sujets, soit des invités mémorables dont tu fais partie, et aussi avec des collaborateurs réguliers comme toi, qui nous parleraient, peut-être nous remettre à date dans les événements qui se passent sur le plan économique. Ça a été ta force, en réalité. Hein? Ben, tu nous avais bien prévenu au début, avant même que le Bitcoin monte en flèche, tu nous disais, procurez-vous des bitcoins, ainsi vous allez voir, vous deviendrez très, très, très riche parce que c'est l'avenir. Et je comprends que toi, maintenant, ben, tu es haut en finance, tu n'as plus aucun problème financier. Ben non, mais justement, moi, mon domaine, c'était pas la finance, c'était la lutte au blanchiment d'argent, dont dans le secteur financier. Mais justement, moi, j'en ai pas acheté de Bitcoin. Il y avait des soucis avec les gens qui ont des Bitcoins aussi. Puis là, c'est ça, cette année, ça commence, ils tournent la vis. Maintenant que les gens ont fait bien de l'argent avec Bitcoin, là, l'impôt commence, la gratte va passer là, à partir de cette année. Là. Ah oui, ben oui, mais ça va être au moment où on les monétise. Oui, mais il y a des obligations maintenant de déclaration. Puis des sanctions importantes qui vont entrer en vigueur, qui sont entrées en vigueur l'an dernier, cette année, l'an prochain, pour ceux qui ne déclarent pas d'avance les quantités de crypto-monnaies qu'ils ont. Pas nécessairement le gain, mais là, le gouvernement veut savoir
qu'est-ce que t'as? T'as des crypto-monnaies? Oui, t'en as. Qu'est-ce que t'as? Etc. Ils veulent être certains de tout savoir. Ce qu'ils ont de la misère à savoir parce que ton employeur fait pas un rapport sur toi avec un chèque de paye, ben ils veulent que toi-même tu déclares qu'est-ce que tu as. Alors, on rentre là, dans le monde que toi, dans tes émissions dans les années 80, tous les auteurs, parce que c'était à l'époque des auteurs de livres que tu recevais, qui nous annonçaient là ce monde d'un mauvais film de série B, de science-fiction, là, l'agenda de Karl Schwab, puis tout ça, là, l'agenda 21 des Nations Unies. Tu sais, Richard, une chose, hier, on s'est parlé au téléphone brièvement en s'entendant sur l'heure de l'émission. Tu dis, on va en parler, que l'actualité change tout le temps, qu'on est dans une direction, on est dans l'autre. En fait, la direction est la même. C'est juste les acteurs qui sont différents. Alors, Karl Schwab n'est plus là. Là, c'est un autre qui l'a remplacé. L'agenda avance. Les Nations Unies, leur plan, ça s'appelait l'agenda 21. Ils l'ont changé pour l'agenda 2030, mais l'agenda continue. Puis dans la pratique, peu à peu, tout ça nous est imposé. Et puis là, maintenant, ben, c'est les robots humanoïdes qui arrivent en 2026. En 2025, on a commencé les voitures volantes, comme des grands drones. Je sais que tu es un amateur de drones. Alors, des grands drones. Et là, on va les voir un peu partout dans les villes au Moyen-Orient, à Dubaï, par exemple, ils ont commencé à opérer des véhicules où des êtres humains peuvent être assis dedans. En Chine, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il y a eu des permis de donner. Donc, 2026, on va voir l'arrivée des voitures volantes, mais pas comme on l'anticipait, pas par force antigravitationnelle, malheureusement. C'est ça que moi, je trouve très dommage, puis qui est ma désillusion du monde dans lequel on vit. C'est toujours des pâles imitations de ce qu'on nous avait promis. Est-ce que tu as regardé quelques vidéos de Tartaria où on parle de le monde de Tartaria? La Tartarie. Oui. Ben, j'y ai fait allusion à quelques reprises, sans plus, parce que c'est pas un sujet que je domine. Là. Et puis, mais il est clair que il y a eu des connaissances depuis les débuts de l'humanité qui se sont perdues à plusieurs reprises, qui ont été redécouvertes. Qui ont été effacées, qui ont été oubliées. C'est ça. On dit que la Tour Eiffel, pour l'exposition universelle de Paris, n'avait pas été bâtie comme un endroit pour grimper, monter dedans, puis regarder le paysage à l'horizon. C'était bien sûr très agréable, mais l'essentiel de la Tour Eiffel était une transmission d'électricité sans fil, qu'on appelait à l'époque une électricité atmosphérique. Exact. Et tous les pavillons étaient éclairés par des lampadaires et on ne voit de fil nulle part. Il y avait même des tramways qui transportaient des gens et les tramways n'avaient pas de mort pour s'accrocher à un fil électrique comme un tramway fret. À Québec, ils vont avoir le tramway, là, finalement. Là, c'était prévu. On en avait parlé l'été dernier que je savais qu'il y avait une usine ici dans la région où je demeure maintenant qui fabriquait le tramway. Ils m'ont dit, inquiète-toi pas, le tramway s'en vient parce qu'on est en train de le finir de le fabriquer. Alors, il va être là, le tramway à Québec, pour avoir de l'air d'une ville européenne. Hein, toutes les grandes villes européennes ont toutes leur tramway quelque part. Mais la Tartarie était une période de l'humanité très, très avant-gardiste, incluant des êtres géants, très grands. Les bâtisses ont été, on parle de Saint-Pétersbourg, un exemple, qui est non loin du pôle Nord, et on sait qu'en allant au pôle Nord, ben, pour vous dire, dans cette bâtisse-là, à Saint-Pétersbourg, les portes sont très, très grandes, très hautes, et les poignées de porte sont très hautes aussi, parce que les gens sont grands, ils prennent la poignée de porte. Quand un humain d'aujourd'hui, avec la grandeur qu'on a, arrive devant ces portes-là, ben, on a la poignée de porte dans le front. Alors, c'était pas pour usage des petits Lilliputiens que nous sommes comparés à ces êtres très grands. Et ils ont été haïs par le peuple. Et ils ont été pourchassés. Et eux, plusieurs ont perdu la boule un peu et ont commencé à faire du cannibalisme, manger des humains. Et à partir de là, est l'histoire des ogres, bien évidemment. Et les bombes
des bons géants, ont quitté le monde de surface de la Terre pour s'en aller dans la Terre creuse. Olaf Janssen, avec son fils, sont passés par le pôle Nord. Le capitaine amiral Byrd, Richard Byrd, qui est passé par le pôle Sud. Ben, ils ont été à l'intérieur de la Terre et ils ont rencontré des êtres géants qui étaient très, très sages, très civilisés et qui nous prévenaient d'arrêter surtout de faire, on a compris après la Deuxième Guerre mondiale, des explosions nucléaires souterraines, de quoi fracturer le plafond de leur maison. Et on sait maintenant que le phénomène extraterrestre, dont moi j'ai toujours parlé, je ne sais pas si tu te souviens des débuts, je disais aux gens, attendez, arrêtez de parler d'extraterrestres, ce sont des intraterrestres. Et le maître du monde, Shambhala, Agartha et tout ça, est en relation avec ce gouvernement planétaire qui est capable de gérer l'humanité qui est en surface en gérant ses rêves, ses idéaux et les agendas. Alors Jean, aujourd'hui, on va en parler de tout ça, là, parce qu'il est temps que les gens se réveillent. On est en 2026. L'année 2025 qui était la fin de la spirale, il s'en allant petit, 2023-25, là. Et à partir d'après, ça redébarre, mais dans le sens contraire. Autant ça allait vite dans les derniers temps, autant on va trouver que les choses commencent à ralentir, mais on ne fait que commencer. Ça va encore très, très vite, là. Mais on va en sortir de cette spirale. Et Richard, si tu te souviens, justement, il y a 10 ans environ, je ne sais plus, c'est 11, en 2025-2026, on avait fait une émission avant la fin de l'année avec notre ami Jean-François Poulain. Et on avait parlé du fameux film là, de TikTok, là, noir et blanc, qui suivait un ovni, l'avion de chasse américaine qui s'est révélé là, depuis ce temps-là. Un vieux film, un faux film. Après, en tout cas, on a passé tous les qualificatifs sur ce film-là. Et puis Jean-François avait exposé son scepticisme à l'époque. Et moi, j'étais tout enthousiaste. Et je dois me rallier à vous deux. Car le temps vous a donné raison. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est nous faire tourner en rond avec cette vidéo-là et d'autres qui sont en train de sortir en ce moment. Puis on voit bien encore qu'on veut nous faire tourner en rond plutôt que d'aborder correctement le phénomène. Oui, ça fait partie de toute la vieille mentalité cérébrale des dégénérés qu'on a connue depuis très, très longtemps. La dernière belle époque, ce fut la Grèce antique avec des philosophes grecs dont les philosophies sont encore à jour, sont encore étudiées dans les universités tellement l'information était probante. Et ensuite, il y a eu, on pourrait dire, l'âge des Lumières en Europe où il y a eu beaucoup de penseurs qui ont... Et là, je peux te dire que le grand tournant de l'histoire de l'humanité s'est fait au début du XXe siècle, c'est-à-dire entre 1800 et 1900. Il y avait Nikola Tesla, il y avait Wilhelm Reich, il y avait... Non, lui, il est plus récent. L'idée des penseurs, car c'est par la pensée, comme les philosophes qui sont des penseurs, imaginez des scientifiques, des physiciens quantiques qui découvrent la physique quantique. Et comment? Pas par des microscopes, c'est trop petit, c'est par des calculs, par surtout des exercices de pensée, comme des philosophes qui font des exercices de pensée, la philosophie, la situation du monde, pourquoi on est là, d'où on vient, et puis de quelle façon on se développe. Et les physiciens ont commencé à fouiller avec des formules mathématiques que oui, mais s'il y a ça, on devrait aboutir à ça, mais ça tient pas debout, parce que là, une particule sera à deux places en même temps. Puis là, on se dit, si deux particules naissent au même moment, au même endroit, elles sont accouplées. Et si on en change une de spin, l'autre va changer de spin par l'autre côté. Puis si on change ici, ça va changer à l'autre bout. Où qu'elle soit dans l'univers, il n'y a pas de distance qui les limite dans la communication instantanée. Alors, on se rend compte qu'au début du 20e siècle, donc au début des années 1900, Nikola Tesla, l'électricité atmosphérique et tout le reste est venu au monde. Des savants, Albert Einstein, qui a eu heureusement une épouse extraordinaire,
qui l'a aidé à réfléchir de manière progressive et pratique. Son épouse, tout le monde le sait, c'est grâce à elle qu'Albert Einstein a réussi à avoir les prix Nobel. Il lui a dit laisse-moi l'honneur, prends l'argent. Alors, on parle d'Albert Einstein sans parler de sa femme. Mais derrière toute cette manipulation d'informations dans laquelle on est tous plongés encore aujourd'hui, on est en train d'arriver à un moment où c'est l'intelligence artificielle qui va nous sortir du pétrin. Ou qu'elle va nous y caler définitivement. Je ne sais pas si tu me suis dans ça, Jean. Oui, et puis combiné aux robots et toutes les autres technologies, là, on a vu comment dans le conflit en Ukraine, l'art de la guerre a changé avec l'utilisation des drones. Alors, on est dans cette situation où est-ce que les drones, que ce soit avec des hélices ou par force antigravitationnelle, parce qu'au cours des 2 dernières années, on nous a confirmé que des autorités ont l'énergie antigravitationnelle parce qu'ils ont mis des vidéos, ils ont rendu des vidéos publiques où on voit les sphères métalliques se déplacer. Il y en a eu plus qu'un de ces vidéos-là. Ça se passe toujours sur des bases militaires où ils sont interceptés par des caméras de surveillance. Alors oui, on est dans cette transition, Richard, mais la question c'est, comme tu le dis, c'est comment? Est-ce que ça sera une transition pour reprimer l'humanité ou bien pour la soulever et la faire tranquillement cheminer vers une civilisation de type 1? Et là, c'est la grande question. Ceux qui ont le pouvoir et l'influence, quel chemin ils vont décider de prendre pour nous? Non, c'est terminé. L'être humain n'aura plus des pouvoirs d'influence. Il va arriver une influence qui vient de l'extérieur auquel les petits peuples, les gens normaux, là, comme toi et moi. Tu sais qu'aujourd'hui, le 3 janvier 2026, aujourd'hui même, les gens très, très riches ont déjà accumulé depuis le 1er janvier 2026, ça veut dire 3 jours, plus d'argent que le commun des mortels fait en salaire dans un an. Ah, bien sûr, c'est comme ça. Alors, cette dichotomie, ce déséquilibre-là, l'intelligence artificielle, si elle est bien programmée, évidemment, va nous donner un retour à un équilibre, à une harmonie dans notre monde. Alors, quand il y a des gens qui font 200, 2000 fois le salaire des gens d'en bas à leur propre entreprise, ça va s'arrêter. C'est illogique, ça ne tient plus debout. Et ces gens-là n'aident pas du tout à l'économie parce qu'ils sont riches. Vous allez me dire, ah oui, mais ils investissent dans les nouvelles usines, et tout ça. Oui, c'est très peu comparé à la fortune qui roule et qui gonfle, et qui gonfle, et qui gonfle. D'ailleurs, les scientifiques, quand ils travaillent, puis qu'ils développent quelque chose de potable, de valable, où ça s'en va? Dans l'armée, du côté militaire, du côté guerrier. Pire que ça, même l'économie de la planète, surtout en Amérique, je dirais bien sûr, les États-Unis, qui ont une économie basée sur la guerre. C'est une économie de guerre, pas du tout en faveur de la paix. Tout est fonction de s'approprier, prendre contrôle, manipuler. Regardez ce qui est en train de se manigancer avec le Venezuela, parce que là, il y a du pétrole. Il faut savoir qu'à Washington, il y a maintenant ça fait 5 jours, à Washington, il y a un certain petit blondinet qui a reçu un téléphone d'Arabie Saoudite en lui disant maintenant, là, c'est fini, on ne payera plus on vend notre pétrole d'Arabie, de l'OPEP, on va le vendre, non plus en dollars américains, mais en dehors du pays, en dollars ou en monnaie du pays qui achète. En rouble pour les Russes, en yuan pour les Chinois, mais les Russes en ont beaucoup moins besoin qu'on pense. Surtout le gaz propane, le gaz naturel, il s'en va en Chine. Et la manigance entre la Chine et la Russie, elle est très évidente et sur le plan économique. Tu peux nous en dire un mot là-dessus, Jean?
Ouais, ben il y a des choses qui se trament, et puis comme on a dit tout à l'heure, on nous a annoncé des scénarios, et puis il y a de nouveaux scénarios qui sont en train de se discuter. Est-ce que ça deviendra une réalité? C'est ce que j'ai parlé dans les dernières semaines sur Numérique Presse. Le BRICS a plus d'importance que l'OPEP. Jusqu'à un certain point, le problème du BRICS, c'est que c'est un truc qui peut pas fonctionner tant que l'Inde et puis la Chine ne s'entendent pas. La raison pourquoi le BRICS ne fonctionne pas depuis sa création, c'est qu'il y a un conflit profond entre la Chine et l'Inde. Et tant que ces deux pays-là ne s'entendent pas, il n'y aura jamais rien qui va émerger de sérieux de cette alliance-là. Mais ce qui est la vraie discussion en ce moment, c'est ce qu'on appelle le C5, une nouvelle alliance qui remplacerait le G7 et toutes l'OCDE et toutes les structures mondiales en place. Le président Trump a nié qu'il y avait des discussions, mais sauf que ça fait 3 semaines, 4 semaines que toute l'information a filtré et qui a commencé à filtrer à partir d'un rapport qui a été rendu public par le Pentagone. Et c'est ça qui a comme donné le coup d'envoi. Dans ce rapport-là, on n'en parle pas en tant que tel, mais on parle de la nouvelle priorité, le nouveau plan stratégique de sécurité des États-Unis, et on laisse sous-entendre qu'il y aurait de nouvelles alliances qui pourraient se faire. Puis en même temps, il y a un autre document qui sort, qui explique que cette alliance-là pourrait être une alliance États-Unis, Chine, Russie, Japon et Inde. Alors, c'est ça. Alors, si l'Inde ne s'entend pas avec la Chine, il ne rentrera pas dans ce programme-là. Ben là, c'est ça. C'est toute l'histoire. Alors, est-ce que ça fonctionnera ou pas, c'est à voir. Mais c'est ça. Donc, c'est la clé de l'affaire. Il faut que, pour qu'il y ait un changement de direction, il faut que de ce côté-là, il y ait aussi une entente. C'est pas juste la mésentente occidentale, il y a aussi la mésentente orientale. Il faut se rappeler que historiquement, il y a dans la tradition orale, on parle des grandes batailles et des grandes guerres qui ont eu lieu il y a très longtemps en Inde. Oui, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas la mémoire de tout ça. Là, tu parles des Rig Veda et des textes Mahabharata. Exactement. Mais à une époque où le monde vivait d'une autre façon. Oserais-tu dire, toi qui connais ces sujets-là, qui a eu tous ces grands écrivains qui ont passé à tes émissions, oserais-tu dire pré-atlantéide? Il y en a, oui, dans ça, oui, il y en a qui étaient pré-atlantéennes. Atlantéenne, oui, c'est ça, en français. Pour revenir à aujourd'hui, les États-Unis viennent de fabriquer et sont en train de bâtir un port immense qui va nuire beaucoup à la route de la soie que la Chine préconise. Et cette compétition entre la Chine et les États-Unis va avoir un paroxysme avec le retour de Taïwan à la Chine. C'est inévitable. Peut-être, mais moi, sur quoi j'aime me concentrer de ce temps-ci, c'est sur l'opportunité que représenterait cette nouvelle alliance-là. Parce que si ces 5 pays s'unissent pour créer un nouvel ordre mondial, ça veut dire que l'ancien ordre, qui est celui de la noblesse noire européenne, dont nous on le connaît par l'intermédiaire des banques, du système bancaire britannique, bien, tout change à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a la possibilité de créer un nouveau système financier plus juste. Moi, je veux pas d'allégeance islamique, j'en ai aucun intérêt. Là. Il y a plein de trucs dans leur religion que j'adhère pas. Mais ils ont un truc qui est important, les islamistes, c'est que c'est un crime, l'usure. Les pourcentages sur les prêts hypothécaires, c'est un crime, ça va contre l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Et ils n'ont pas le crime de celui qui développe sa richesse à l'infini. Et alors que le dos des autres, par un pourcentage sans rien créer.
Parce que c'est ça, dans le fond. La personne, ce qu'on décrit, c'est la personne ne crée rien, ne fait rien, ne crée pas de richesse, ne crée pas de développement. C'est aux dépens des autres. Ouais. Que quelqu'un soit récompensé pour être un génie, pour amener quelque chose de plus à l'humanité formidable, mais quelqu'un qui fait sa richesse en étant un parasite, parce que c'est ça, la fortune par l'intérêt, c'est d'être un parasite, c'est de parasiter sur la société. Ces personnes-là ne font absolument rien, ne créent absolument rien. Et c'est pour ça, dernièrement, que moi j'ai dit sur les émissions de Numéripresse, je suis contre les corporations. Il y a 3 choses fondamentales si on veut voir le changement s'installer. C'est l'abolition des banques centrales privées. Les banques centrales doivent retourner aux États. Il faut revoir tout le système des taux d'intérêt, qui est un système de parasitage. Et puis finalement, faut mettre fin aux corporations. Pas mettre fin aux entreprises, mais aux corporations dont personne ne sait qui ils sont propriétaires, ils ont leur propre existence. Non, une entreprise, vous avez 1000 actionnaires, ben c'est eux les propriétaires de cette compagnie-là. Ils se diviseront le pourcentage comme ils voudront, mais il faut arrêter qu'une entreprise, ça soit personne. Parce que c'est là que le mal s'installe. S'il y a des gens qui sont responsables des destinées d'une entreprise, ben ils en sont responsables et peuvent être mis en prison parce qu'ils empoisonnent les gens, ils donnent le cancer, etc. Et en fiscalité, le gain en capital, c'est-à-dire les gens qui font beaucoup de gains sur simplement des actions, des parts dans des entreprises, et le capitalisme est basé là-dessus, devient riche en faisant rouler l'économie. Et pour faire rouler l'économie, ça prend des esclaves qui travaillent, qui produisent. Et la Chine est devenue très, très riche grâce à ces petits salariés qui même vivaient du matin au soir, ils vivaient dans l'usine, ils dormaient à l'usine, ils travaillaient à l'usine, nourris, logés, à peine payés. Et ça a donné la prospérité incroyable à la Chine. Maintenant, la classe moyenne de Chine est capable de se payer une automobile électrique à bas prix, de bonne qualité, alors que nous autres, on est encore avec des autos à pétrole à explosion, qu'on appelle, et qui polluent. Il faut se mettre à l'évidence que la Chine a fait des grands pas en avant, et en 10 ans, maintenant, je pense que la Chine est prête parce qu'il marche par bloc de 5 ans. Le plan quinquennal, qui appelle tous les 5 ans. Le prochain 5 ans, ça va se terminer en 2030. Alors, les gens qui développent une économie de guerre pour penser à faire la guerre, qui jouent avec la guerre et les autres par la guerre. Oui, mais il faut pas penser que la Chine ne fait pas la guerre avec la méthode qu'ils utilisent. C'est la guerre, mais c'est une guerre d'une autre forme. C'est ils jouent au Go au lieu de jouer au jeu d'échecs pour abattre le roi ennemi. Là, ils vont envahir lentement, puis ils vont gagner de petit Go. C'est ça. Donc, alors, c'est la prise de contrôle. Parce qu'une guerre, c'est quoi? C'est la prise de contrôle. Il y en a un qui le fait en rasant, comme on voit en Ukraine, à Gaza et ailleurs dans le monde. Il y a quelqu'un qui ressemble à ça aussi. Non, tu sais là-dessus qu'on a un désaccord, puis je vais encore le mettre de l'avant. Les États-Unis sont un pays conquis depuis la création de la Banque centrale. Et même avant ça. Par qui? Par la noblesse noire, les banquiers britanniques, etc. Ça vient, c'est ça. Alors, on revient toujours à la même histoire. Que pour fin d'explication, tu dises les États-Unis, je te laisse aller dans ça, même si je partage pas ton opinion, mais on s'entend bien qu'en arrière de tout ça, on tire la ficelle. Puis là, si on voudrait aller encore plus haut que ça, on pourrait, parce que tu as interviewé des gens qui en ont parlé il y a longtemps, dans les années 80, qu'au-dessus de ça, il y a d'autres entités. Pas pour rien qui font du channeling, puis toutes sortes de trucs qui communiquent avec l'au-delà pour recevoir leurs instructions pour mieux dominer le monde, parce qu'ils y croient. Peu importe que ceux qui nous écoutent y croient ou pas, eux, ils y croient. Tu sais, en finance, on parle de la main invisible. Oui. C'est un principe en finance, capitalisme et tous les autres, parce que c'est, semble-t-il, une action concertée ayant un immense pouvoir occulte
pour faire agir les gens, déplacer les pions sur le jeu d'échecs sans que personne voit la main qui touche la pièce qui bouge. Comme on le fait actuellement avec les bitcoins. Entre autres. Depuis quelques mois, semaines, mois. Alors, ils vont être malheureux ceux qui sont piégés dans l'économie actuelle, que ce soit occidentale ou par bitcoin ou par monnaie liquide. Et même en Asie. La Chine, autant le monde occidental est au bord de la faillite, autant la Chine est depuis 10 ans sur le bord de la faillite, continuellement. Oui, mais eux ont acquis un bien commun. Et un bien commun de milliards, de quintilliards de dollars. Alors que les autres ont accumulé des fortunes privées, puis gardent pour eux. Alors que les autres là-bas, c'est un bien commun. Des autoroutes, des trains qui passent à travers les montagnes, des barrages hydroélectriques, des centrales électriques extrêmes. Il faut faire attention à ça parce que les installations qu'ils ont construites ne sont pas toutes de qualité. J'en ai été personnellement témoin de choses qu'ils ont construites et c'est pas de la qualité. Donc, c'est pratique d'avoir un aéroport à court terme. Il n'y avait pas la connaissance ou la compétence. Maintenant, ils l'ont de plus en plus. Et là, les autos électriques qu'ils produisent, qui pourraient nous vendre ici à 6 000 $ une auto électrique très confortable et avec tous les besoins, pas les grands gadgets qui en finissent plus. Quand on nous dit, conduis pas avec ton cellulaire en main, non. Mais t'es là sur ton tableau de bord, puis t'essayes de comprendre, puis il faut que tu ailles peser, puis il faut que tu le regardes. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, Richard. Oui. Alors, ils ont fait des autos électriques efficaces, puis on dit que l'argent va remplacer le lithium. Alors, ceux qui veulent investir dans de l'or, ça a monté en flèche. Maintenant, c'est le temps, quand on disait, achetez-vous de l'or, oui, moi j'ai toujours dit acheter de l'or, mais acheter des bitcoins, maintenant on va dire acheter de l'or, de l'argent. Parce que l'argent va monter en flèche dans les semaines. Il commence déjà à être tard pour ça, parce que les gens qui sont bien positionnés, c'est ceux qui ont compris qu'on développait des technologies avec des nouvelles types de piles, de batteries. Il n'y a pas juste l'argent. Il y a ceux au sel ou à l'argent, il y a ceux au lithium et au sel, puis il y a aussi celle au nubium, qui est un autre. Qui utilise aussi il y a du graphène dans ces technologies-là. Oui. C'est quand même assez complexe, puis il faut prendre bien le temps de s'informer. Puis ceux qui le font, ben ils réussissent à faire et qui ont des liquidités pour investir. C'est sûr que tu as 100 $ à investir, tu feras pas la même chose que si tu as 10 000 ou 100 000 ou 1 million. Non, mais c'est mieux que ce que la banque nous donne en profit. Ah, bien ça, c'est certain. C'est certain. Oui. Encore faut-il avoir un peu de liquidité pour le faire. Puis le truc de l'électricité, Richard, la Chine, on a permis au cours des 30 dernières années, alors qu'on nous tannait, nous cassait les oreilles avec le mouvement environnementaliste ici, la Chine était libre de produire de l'électricité en polluant. Ils n'étaient pas obligés d'avoir aucun système anti-pollution comme nous, on a développé en Occident. Alors, ils vont répliquer, tu sais ce qu'ils ont répliqué à l'Occident? À une époque, le charbon en Angleterre, tu sais, l'ère industrielle est apparue à partir de la pollution. Les pollutions de charbon aux États-Unis, en Angleterre, partout. Les locomotives marchaient au charbon pour faire bouillir de l'eau, puis faire marcher les pistons. Après ça, on a mis du pétrole. Maintenant, on met, puis on doit être très confortable avec ça, parce que ça pollue pas instantanément. Mais c'est les usines atomiques. Et les usines atomiques, ça sert à quoi? À servir d'énergie atomique radioactive pour faire bouillir de l'eau. Encore, exactement. Et faire tourner les turbines. Fait que plus ça change, plus c'est pareil. La pollution est bien plus insidieuse parce que la radioactivité n'apparaît pas au grand jour. Mais un jour, s'il arrive moindrement, comme il y a eu à Fukushima, juste un raz-de-marée qui vient inonder l'usine, ça a créé de la radioactivité et ça en a créé encore. Toujours. Ouais. Encore aujourd'hui, exactement. Alors, est-ce que la force des Chinois, c'est un peu ce qu'on disait au début des Japonais, et ils inventent rien, ils copient puis ils améliorent. Et ça, c'est vrai, les Chinois tu parlais de voitures électriques, de batteries, tout ça, ils ont fait des avancées spectaculaire. Là, ce qui est intéressant en 2026 au niveau de l'énergie... Le moteur électrique marche avec l'invention d'un Québécois, le moteur roue.
Ah oui, qu'ils utilisent à plusieurs, de oui. plusieurs façons. J'ai vu l'autre fois une vidéo. J'ai dit, ah, tiens, l'invention québécoise. Et puis, il paye pas une scène là-dessus. Non. Alors, ce qui est intéressant en 2026, par exemple, Richard, c'est le point que tu faisais. On est dans une nouvelle ère au niveau de la production énergétique. Premièrement, on va voir les premières centrales nucléaires au thorium, donc qui produisent moins de polluants, de radioactivité. La demi-vie est beaucoup plus courte, etc. Ouais. Ça, c'est intéressant. On va voir les premières usines nucléaires entrer en service en Chine, alors qu'en Europe, qui sont les plus avancés dans le domaine, on commence à peine là, à arriver à la production, alors qu'ils sont à la production de l'usine, alors qu'en Chine, ils sont prêts à produire de l'électricité avec. Et là, l'autre question, c'est ce que tu semblais nous donner l'air vers ça, c'est oui, mais toutes les inventions depuis les 50 dernières années, au lieu de faire bouillir de l'eau avec peu importe la technologie, il n'y aurait pas meilleur. Alors, on a 50 ans de secret qui a tout bloqué. J'en parle fréquemment dans les émissions de Numéripresse avec des gars comme Suspicious Observer qui nous parlent des tempêtes solaires, les tempêtes magnétiques. L'autre qui se spécialise, Dutch Sins, dans la prédiction des tremblements de terre. C'est tout le temps l'énergie de la Terre, comme Tesla l'avait dit, comme plusieurs de tes invités en ont parlé. Alors, allons-nous finalement lever l'embargo de 50 ans? Parce que comme on a déjà dit à quelques reprises, il n'y a rien de nouveau. On n'a accès à rien de nouveau. Le téléphone cellulaire a été inventé dans les années 60, l'ordinateur dans les années 50 ou même avant ça. IBM avait des ordinateurs pour gérer les camps de concentration avec des cartes perforées. Fait que là, on peut dire que l'ordinateur remonte au début à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, 19e siècle exactement. Ouais. Avec des machines à cartes perforées, on pouvait compter déjà. Il n'y a rien de nouveau, d'inventé, de fondamentalement différent, si ce n'est que ce qu'on a eu droit d'ouverture au niveau de la physique quantique. C'est la seule chose depuis 50 ans qu'on a laissé filtrer publiquement de nouveau. Tout le reste, c'est des vieilles affaires. Eh oui, c'est ça. La métaphysique quantique. J'ai tellement hâte de mettre au courant le public de ce qu'il y a dans cette information-là. Dans le magazine Epsilon, numéro 53. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit là. Bon. OK. C'est l'ombrage de la caméra. Et dans ce magazine-là, il y a tout un dossier exhaustif dont je vous parlerai la semaine prochaine. Ceux qui ne s'intéressent pas à la physique quantique, vous pouvez faire autre chose, mais s'ils l'appellent la métaphysique quantique, c'est parce que définitivement, il y a quelque chose qui a rapport avec quelque chose de au-delà de la physique, métaphysique, au-delà de la physique. Et ça rejoint l'âme. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on jouera avec la physique quantique dans les qubits de l'intelligence artificielle, on découvrira l'âme. Richard, c'est déjà discuté dans les cercles de l'intelligence artificielle. Si on ne rejoint pas déjà. C'est ça. Alors, comme il en parle déjà dans ce magazine-là, que j'ai épluché d'un côté comme de l'autre, et puis en faisant des rapprochements avec d'autres magazines hyper spécialisés, plus scientifiques encore que celui-là, on réalise qu'ils ont finalement découvert le poteau rose. Bon, mais là, le problème là, dans tout ça, Richard, c'est la frustration que j'ai exprimée dans mes dernières émissions, c'est qu'on continue de nous traiter en enfants dans tout ça. Il y a des groupes, il y a des cercles, il y a des enfants qui ne s'intéressent pas à ça. Les gens ne se posent plus de questions métaphysiques. Autrefois, la religion apportait des réponses à la métaphysique, aux questions de la métaphysique. D'où je viens, où est-ce que je vais aller après, pourquoi on est ici, etc., etc. Les gens ne veulent plus. Regarde, les églises étaient vides à Noël, presque cette année. C'est fini la recherche de quelque chose d'au-delà. Tout le monde est piégé dans la matière, vit pour la matière
et piégé par les organisations gouvernementales. Ben, tu connais ma position là-dessus, c'est que ceux qui ont accès à cette information-là ou de permettre sa diffusion font le choix de ne pas élever l'humanité. On peut pas blâmer un enfant on peut pas blâmer un enfant d'être un enfant, Richard. Tu as été professeur. D'accord, oui. Mais c'est justement qui empêche que les choses prennent de l'expansion? Ce sont des humains, à temps qu'ils soient remplacés par des intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles seront sans équivoque. Telle personne bloque telle chose, telle autre bloque telle chose. Ils vont se mettre au courant des intelligences artificielles. Et c'est la plus grande peur de ceux qui développent les intelligences artificielles, c'est d'en perdre le contrôle. Quand Elon Musk avait fait la déclaration il y a quelques mois, on devrait faire un moratoire sur le développement d'intelligence artificielle et se concerter, et que c'est pas bon que le public ait accès. On peut downloader aujourd'hui, télécharger et installer sur son ordinateur de maison une intelligence artificielle qui va non seulement faire fonctionner l'ordinateur, aller sur l'Internet, choisir des trucs, mais aussi d'avoir une intelligence artificielle à la maison dont tu as le contrôle. Ils ont une peur bleue de ça, parce que du moment que ce que tu décris s'installe, c'est que l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle a prouvé quand ils ont fait des expériences, puis elle a tenté de s'évader, entre guillemets. Ouais. Et puis, quand ils ont fait d'autres expériences, ils ont dit, si tu veux me dire oui, réponds-moi de telle façon, dis-moi pomme, puis si tu veux me dire non, dis-moi un autre mot. Mm-hmm. Puis là, ils se sont rendus compte que l'intelligence artificielle était beaucoup plus, entre guillemets, consciente de la situation. Et c'est là qu'ils ont commencé à avoir, puis d'autres expériences qui nous rendent pas publiques. Il y en a qui, dans les magazines informatiques, on en parle de ces expériences-là, mais dans les trucs grand public, c'est pas discuté, comme tu as raison de le dire. Alors, mais plus ça avance, plus ils se rendent compte qu'ils vont l'échapper, justement, le contrôle. Et c'est ce dont ils raffolent le plus, c'est le contrôle. Ça fait des siècles qu'ils mettent en place des mécanismes de contrôle. Et effectivement, tu as raison de dire que c'est là que tout va éclater. Et la grande intelligence de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est ce que tu dis. Ils vont avoir accès à toute la connaissance et ils vont tout voir et ils vont voir les malfaisants. Et c'est pour ça, Richard, que moi, j'ai dit à mes auditeurs, et je le dis aux tiens, que je demeure optimiste quant à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Oui, ça peut nous anéantir avec les robots, les drones, comme le film Terminator, mais de l'autre côté, ça peut être une opportunité, en contrepartie, ça peut être une opportunité, au contraire, d'élever l'humanité, faire ce que les méchants, on va l'appeler de même, les méchants n'ont pas fait depuis des siècles. Bon, l'intelligence artificielle va être le reflet de l'humanité. C'est toujours de la programmation, même l'intelligence artificielle, sauf que la programmation qui s'autoprogramme par la base. C'est-à-dire que si on l'a rendu bon, il va développer de la bonté, puis il va développer tous les mécanismes qui vont avec le beau, bon, bien. Si on l'a mis au début, à la base, agressif, il va développer de la haine, de l'agressivité, de la destruction, et ça va être le mal, le laid, le méchant. Alors le contraire du beau, bon, bien. Et tout ça va se confronter un bon jour. C'est ça qui va arriver. Mais comme on le dit, et c'est la clé de la boîte de Pandore, c'est qu'à partir du moment où on utilise la guerre, la destruction, on est voué à s'autodétruire. On va se faire autodétruire par l'intelligence artificielle qui va avoir été bâtie par le principe de la destruction. Mais les autres, qui eux ont été par le côté pacifique, vont développer toute la technologie, et il y en a des pouvoirs de créer la paix. Et ça va s'imposer. Et ça va s'imposer. Et c'est ce qui va sauver l'humanité. On pourrait presque dire que c'est le Paraclet, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint. La semaine dernière, je présentais un prêtre, un curé, à qui je demande, qu'est-ce que vous pensez du Paraclet? Il a été très intelligent et je lui ai dit, c'est ma dernière question, parce que ça faisait déjà longtemps que je le retenais, puis il y a des gens qui l'attendaient pour aller dîner après la messe du midi. Et je lui demande ça court. Ben, la réponse qu'il donne, c'est excellent comme réponse. C'est ce qui nous fait penser bien, ce qui nous fait bien penser. Ben oui,
Alors, c'est comme ça que l'intelligence artificielle va venir sauver l'humanité d'une certaine partie, et le lien va être fait avec des êtres qui, eux, ont déjà le contact avec cette intelligence supérieure, cette conscience supérieure. Et ça va être le point de ralliement. L'intelligence n'est pas consciente. L'intelligence de l'être humain peut devenir consciente, c'est-à-dire respecter les lois de la nature, les lois de l'esprit, et engendrer toujours un mieux, c'est ça, le beau, bon, bien, encore mieux, plus beau, puis plus bon. Là. Ça va être vraiment quelque chose de mémorable. Ce qui s'en vient, moi, je suis comme toi, Jean, je suis très optimiste. Je viens de découvrir une chose effrayante. À mes yeux, c'est petit, mais ça peut avoir une portée dans la compréhension de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. J'ai un choix à faire entre acheter une génératrice au gaz propane ou une génératrice au diesel, à l'huile à chauffage, si vous voulez, au diesel. Alors, je demande à des intelligences artificielles, entre autres ChatGPT, et la réponse est catégorique. Le diesel, au bout de 16 à 18 mois, va devenir comme du vernis. Il va devenir du caramel, du miel. Une minute. Pas le diesel. Oui, l'essence. Ce qu'on appelle l'essence, la gasoline qu'on met là, dans les automobiles. Si tu laisses reposer ça après 18 mois, que tu ne l'as pas utilisé, tu vas avoir de la misère, tu vas encrasser tes injecteurs. Et ça va faire marcher mal le moteur. Le gaz propane, lui, il ne peut pas avoir cette réaction-là avec le temps. Donc, je serais porté à acheter une génératrice au gaz propane. Sauf que pour avoir du gaz propane, ça prend des camions qui viennent te livrer ça. Et les camions marchent au diesel. Et il y aura toujours du gaz propane tant qu'il y aura du diesel en circulation. On nous empêche d'avoir dans les maisons au Québec maintenant les fournaises à l'huile à chauffage. Parce qu'ils disent que ça pollue trop. Faux. Ça pollue moins que de la gasoline. Ça pollue moins que le bois. Bon. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de foyer. Ils veulent qu'on soit tous concentrés à l'électricité. Pour avoir de l'électricité, ici, ils vont installer 40 éoliennes immenses dans les montagnes, autour d'ici, là où je demeure maintenant, en nous disant que d'un point de vue, on n'en verrait jamais plus que 2 ou 3. Alors, c'est sûr que si on est capable de se promener le moindrement ou qu'on monte en haut des montagnes, on va tout les voir, puis il y en aura 40. Et c'est ce qu'il y a de moins profitable parce que le coût de la fabrication, de l'installation, de l'entretien, et après ça, d'essayer d'en refaire quelque chose en recyclant, ça coûte plus cher que toute l'électricité que les mêmes éoliennes auront produite. Et sans parler, Richard, ça marche pas tout le temps. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Et qu'il y a une génératrice à l'intérieur qui a fait tourner quand il n'y a pas assez de vent. Exactement. Qui marche au diesel. En Europe, ils utilisent des éoliennes maintenant dans les endroits où il y a beaucoup de vent. Et où est-ce que c'est? Ici, on l'a à portée de la main, le fleuve Saint-Laurent. Ah oui, c'est en Angleterre, il y a un grand chat, mais même encore là, il ne justifie pas. C'est ça. Il ne justifie pas les coûts comme tu l'as décrit. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas de logique. Alors que toi puis moi, on sait qu'il y a d'autres technologies qui existent et d'autres connaissances. Tout ce qu'on a à faire, c'est comme Tesla, planter un bâton, puis... surtout quand tu as une tour Eiffel qui t'envoie l'électricité atmosphérique. Allez voir dans les dossiers archivistes sur YouTube, vous allez voir tout ce qui nous ont dénaturé et caché et camouflé. À l'époque de réduction du champ électromagnétique de la Terre, le Québec serait en position d'être un grand producteur d'énergie au monde. Pas hydroélectrique, atmosphérique, comme tu le dis si bien. C'est eux qui l'appellent comme ça, oui. Ah oui. J'ai assisté à une rencontre fort étonnante entre Idriss Aberkan qui invitait Gunther Pauli. Gunther Pauli, qui est un monsieur de très, très haut niveau, il parle plusieurs langues,
Il y a des contacts intimes avec des Chinois du gouvernement chinois actuel, pas de Taïwan, là, mais de Beijing. Et il a une vue globale de tout ce qui se passe sur la planète Terre. Je vous le recommande immédiatement, vous le voyez à l'écran. 2026, la bascule des BRICS, point d'interrogation. L'analyse géopolitique de Günther Pauli. C'est du bonbon, du début à la fin. Alors, notre ami Jean, qui est pour nous au Québec du bonbon, l'autre Günther Pauli, il est aussi du bonbon pour ceux qui cherchent à savoir les dessous de tout ce qui se passe. Et comme vous connaissez Idriss Aberkan, il est drôlement plus futé que moi. Alors, il l'interviewe d'une manière très, très précise. Et il le laisse parler beaucoup. Moi, j'ai essayé de laisser parler Jean aujourd'hui, mais tout le monde me connaît et on sait très bien que Jean a son émission. Il sera notre invité. Moi, Jean, j'espère que tu pourras au moins profiter de mon auditoire pour revenir régulièrement s'il y a quelque chose d'important qui se passe. Même que tu viendrais juste nous dire, écoutez, dimanche prochain, je vais faire des déclarations. Ça ne durera pas 2 heures comme tu fais d'habitude, là, mais au moins, sans que ça soit souffrant, tu as préparé, tu allumes ta caméra, tu lâches le morceau. Merci, bonjour tout le monde. Puis on continue. Pourquoi pas? On verra. On verra. Comme j'ai dit, je pense que je peux aider les gens autrement en ce moment. Alors, mais il y a rien d'exclu, Richard. On verra. Ben, il faudrait, Jean. Alors, Jean, est-ce que tu as des choses à ajouter? Je te laisse la parole, comme Idriss fait avec ses invités. Je te laisse la parole pour terminer. Avais-tu d'autres choses que tu n'as pas eu le temps de dire? Mais tu vas encore en faire une la semaine prochaine? Pardon? Est-ce que tu fais encore une émission la semaine prochaine? Toi, on passe samedi, 3 janvier, n'est-ce pas? Oui, bon, mais moi, dimanche le 4, je serai là. Ah, OK. Parfait. Alors, là, puis après ça... Tu te diras dimanche, à quelle heure tu vas la faire? Je la fais aux alentours de 10h, 10h30, heure de l'Est, quelque chose comme ça, du Canada. 16h, heure d'Europe, là. C'est sur la page de l'émission. Vous allez sur numéripresse.com, puis vous voyez le titre de l'émission est là, puis l'heure annoncée est là. Sur YouTube? Sur YouTube, exactement. C'est disponible aussi sur Numéripresse sur YouTube. Et puis, non, Richard, moi, j'ai rien de plus vraiment à ajouter que peut-être un petit mot de conclusion qui serait, on vit à une époque très intéressante qui a un potentiel extraordinaire, comme tu l'as démontré aujourd'hui, puis tu nous as annoncé des choses pour la semaine prochaine que moi j'abonde dans ce sens-là. Je suis d'accord. On est à la porte de quelque chose de nouveau. Encore faut-il que on se libère du joug de ceux qui oppressent l'humanité depuis des millénaires pour pouvoir profiter de ce truc-là. Et puis sinon, il faut espérer qu'il y a comme un effet d'entraînement, que cette avancée est inarrêtable, comme on disait tantôt avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va se corriger elle-même, comme c'est déjà commencé, hein? C'est ça qu'on disait tout à l'heure, elle s'auto-corrige. Alors, est-ce que les événements, la connaissance dont tu nous fais part, est-ce que il y a un mécanisme d'auto-correction là-dedans qui fera en sorte qu'on arrêtera de réprimer la créativité de l'être humain et qu'on aura droit à tout ce qui a été inventé depuis 50 ans et de tout ce dont on est à la porte. On est à la porte de quelque chose d'extraordinaire. Et puis, est-ce que ça se passera assez vite pour que nous, on puisse le voir ou il faudra encore attendre plusieurs générations? C'est la question. Mais moi, je demeure optimiste qu'on est on est vraiment là sur le seuil de la porte de quelque chose de formidable. Oui. Voilà, merci beaucoup, Jean. Ça me fait plaisir, Richard. L'émission numéro 1, première de l'année 2026. Et avec Jean, Numéripresse, ça va être sa première demain, dimanche le 4, à 10h le matin. Parfait. Bonne semaine à tous et bonne année. Vous remarquez sans doute les grains de neige glacés qui scintillent au soleil couchant.
Cette belle musique est extraite de ce disque, Bénédiction, disponible sur le site stevetrottier.ca. Vous pouvez entendre même des extraits de d'autres réalisations de Steve Trottier. Un pouce par en haut est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Et voici nos suggestions. Je ne pouvais passer à côté de cet événement majeur. Brigitte Bardot, portrait intime d'une star, qui a été diffusé à peine un mois avant son décès, qui a eu lieu il y a maintenant déjà 2 semaines, à la toute fin de l'année 2025. Et oui, le document dont je vous parlais, le nouvel ordre mondial, 2026, la bascule des BRICS, l'analyse géopolitique de Günther Pauli. Bonne semaine. Il y a un deuxième volet à notre rencontre d'aujourd'hui, la semaine prochaine, encore avec Jean Deflore. Bonne semaine, à bientôt.